Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette soirée dédiée à la pollution de l'air. Et je viens moi aussi apporter un regard associatif puisque je fais partie de l'APPA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, qui est d'ailleurs largement implantée à Lille et avec des collaborations étroites avec la Belgique. Et surtout, ce que je vous conseille de regarder, c'est notre revue Pollution atmosphérique, qui est une revue en langue française complètement dédiée à la pollution atmosphérique et qui existe depuis 1962, qui est en accès libre, donc vous pouvez consulter tous les articles dans le site de Pollution atmosphérique ou APPA, comme vous le souhaitez. Donc, cette antériorité depuis 1962, le problème c'est que c'est mal cadré, j'ai pas envie Romain. Parce que normalement, c'était une partie de la diapo. Bon, ma foi, je vais marcher sur un pied limité. Une certaine antériorité, donc depuis 1958 l'association, depuis 1962 la revue, ce qui permet d'avoir une vision un peu en profondeur des questions de la qualité de l'air. Le premier élément que je voulais voir avec vous, c'est justement tous les paradoxes de la qualité de l'air. C'est un domaine très complexe. Il n'y a pas une seule solution, sinon ça se saurait. On n'a pas inventé un remède miracle pour remédier à la pollution de l'air. C'est un domaine qui touche à énormément d'aspects de la vie quotidienne, de la vie de la planète. On se rend compte au fil des ans justement de l'extrême complexité de ce domaine. Et on va voir qu'il y a même apparemment un certain nombre de paradoxes quand on aborde cette question, puisqu'on nous dit qu'il y a 500 000 morts par an en Europe liées à la pollution de l'air, mais d'un autre côté, on voit que l'espérance de vie à la naissance augmente. On voit qu'on découvre l'ampleur des méfaits de la pollution alors que la pollution a plutôt tendance à diminuer. On voit également que la lutte contre la pollution de l'air ne signifie pas de revenir à un état antérieur dans lequel l'air serait plus pur, parce qu'on ne veut pas abandonner tous les acquis de la modernité. C'est comme ceux qui veulent éviter les ondes liées à leur téléphone, mais garder leur téléphone. Il y a un certain nombre de paradoxes, voire même de contradictions. La pollution baisse, mais le nombre de crises d'asthme, le nombre d'allergiques augmente. Donc tout ça fait partie de certains paradoxes. Et un des paradoxes qu'on évoque souvent, c'est, vous voyez toutes les lignes de couleurs en bas du graphique, sont les lignes des émissions, les émissions qui baissent. En revanche, la ligne bleue baisse pas tout à fait de façon linéaire et les concentrations restent plus élevées que les émissions, ce qui veut dire que l'atmosphère joue un grand rôle et que ce rôle de l'atmosphère, on ne le maîtrise pas. Alors le contexte a changé, simplement je vais aller très rapidement là-dessus. J'aime bien donner la comparaison de deux définitions de la pollution de l'air. Une définition donnée en 1967 par le Conseil de l'Europe, où vous voyez apparaître les mots d'effets nuisibles, de gêne, de nuisance, des aspects de perception, des aspects beaucoup moins quantitatifs que ce qui arrive après dans la définition qui sera donnée en 1996, où là on voit que le contexte de la pollution s'est déjà beaucoup élargi. On fait des allusions au climat, on fait des allusions aux odeurs, on intègre le danger de la santé, le danger des écosystèmes. Le contexte a complètement changé. Et pour vous en donner une illustration, voici l'image des villes telles qu'elles ont pu évoluer au fil des temps. Vous voyez que le contexte de la pollution urbaine n'est plus du tout le même.
Et donc, ce qui m'amène à voir un petit peu plus en détail l'évolution de ces changements, quel a été le fil rouge de cette évolution dans le domaine de la qualité de l'air. Premier fil rouge, c'est déjà le passage de la nuisance que l'on voyait évoquer dans la définition de 67, de la perception qui était liée au filtre perceptif à la fois des odeurs et de la fumée. C'était toutes les archives sont pleines de ces plaintes émanant des riverains, des usines, des maisons, etc., qui se plaignaient. Et on a eu une première phase qu'on date en gros des accidents de Londres de 1952, qui ont permis d'interroger la science, les pouvoirs publics, et de mettre la science au service de la mesure de la qualité de l'air. Donc on a un premier passage de la plainte à la mesure. On a eu tout un essai de mesures qui se sont bien sûr affinées au fil des ans, mais ces mesures ont permis de donner des normes et d'avoir ainsi des standards d'évaluation de la qualité de l'air, indépendamment des notions de perception. Et alors, déjà, je vous indique tout de suite qu'il y a deux types de normes, et ça c'est tout à fait fondamental, parce que maintenant encore, selon que l'on fasse attention aux émissions, qu'on fasse attention à la qualité de l'air et aux émissions, c'est pas du tout la même logique. D'un côté, dans les émissions, le contrôle est plus facile, et ce sont les directives, qu'on appelle les directives NEC, sur les plafonds d'émissions. De l'autre côté, les normes sur la qualité de l'air, elles sont plus proches de la notion d'exposition, de la réalité respirée par l'homme, de la réalité à laquelle on est exposé, donc qui servent de base à des études épidémiologiques, mais qui sont beaucoup plus difficiles à standardiser et à prendre comme valeur de référence, parce qu'il y a tous les problèmes de la santé, de l'épidémiologie que l'on verra dans un instant. Toujours est-il que pour des raisons de concurrence, ces normes sont complètement édictées à l'échelle européenne. C'est pour ça, je m'excuse un petit peu, mais mes diapos ont quelquefois des références à des données françaises, mais finalement, c'est tout de même l'Europe qui sert de standard à la pollution. C'est pour ça que je pense que les problèmes sont très proches d'un pays à l'autre. En plus, l'air n'a pas de frontières, vous le savez, donc on peut très bien utiliser les données d'un pays du moment qu'on est dans le standard européen, qui est tout de même assez différent de ce qu'on peut voir par ailleurs. Alors, ces normes ont quand même induit une focalisation de la gestion de la qualité de l'air sur la connaissance, sur la mesure, et mon hypothèse, c'est que cette focalisation sur la connaissance a quelque peu détourné de l'action. Les pouvoirs publics ont beaucoup investi sur la mesure, sur l'identification des polluants, sur la connaissance de la pollution qui était quand même relativement mal connue et avec peu d'investigations scientifiques. Et peut-être qu'on a eu un petit peu moins de réflexion sur les actions à mettre en œuvre. Or, le passage de la connaissance à l'action est quelque chose d'assez important dans notre domaine. C'était d'autant plus vrai qu'on était dans les années 60-90, un peu dans la magie du chiffre, et on voit encore maintenant perdurer ce souci d'avoir encore des microgrammes par mètre cube, quelquefois de façon très précise, sur un phénomène qui est quand même toujours beaucoup plus fluctuant. On a aussi, avec les normes, focalisé sur l'évolution temporelle. On recherchait le dépassement, les pics de pollution, surtout en France, il y a toute une gestion orientée sur les dépassements, mais la norme induit ce type de recherche sur la chronologie, et il faut attendre beaucoup plus tardivement pour qu'on ait des cartes de pollution et une vision spatiale. Donc le résultat, c'est que toute cette normalisation, dans un premier temps, a eu des effets bénéfiques
maîtrise des émissions. Les industriels, les constructeurs automobiles se sont mobilisés. Et effectivement, voilà la courbe de diminution du SO2 à Paris, c'est assez spectaculaire. Et même les NOx ont tendance à diminuer. Hein, vous avez, et par contre, on reparlera, le graphique de droite, je vous le signale pour l'instant, c'est l'évolution des émissions de NOx en fonction des normes Euro. Là, je passe rapidement, mais vous retenez ça parce que je pense que mes collègues reviendront là-dessus. Juste au passage, vous remarquez que les barres oranges sont liées aux véhicules diesel qui, même en dépit des normes Euro qui font baisser les NOx sensiblement, le diesel continue à avoir des barres qui sont élevées. Mais globalement, vous voyez qu'il y avait une baisse des émissions, si bien que dans les années 90, les constructeurs automobiles, les industriels ont considéré que la pollution pouvait être une affaire réglée. Et regardez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est l'évolution des publications dans PubMed, qui est une base de données scientifiques sur les publications ayant trait à la pollution atmosphérique. Et on voit le creux dans les années 90. On a l'impression que plus rien ne se passe, que ce domaine est en stand-by. Ce domaine est en stand-by, mais il va reprendre de la vigueur. Alors mon hypothèse, c'est que ce retour des publications qui augmentent de façon exponentielle, c'est lié à la santé, et il y a eu un regain, même pas un regain, une découverte de l'épidémiologie scientifique qui était très balbutiante avant. On savait intuitivement qu'il y avait un lien entre la santé et la pollution, mais c'était intuitif. L'épidémiologie scientifique est revenue en Europe assez tardivement, dans les années 90 simplement, et cette épidémiologie moderne, qui a pu s'appuyer sur des mesures qui avaient été faites de façon tout à fait convenable et scientifique, ont donné les grandes études européennes sur lesquelles on se base encore maintenant, puisque les principaux résultats ont montré que le lien entre la pollution de l'air et la santé était avéré, plutôt le lien entre la pollution et la maladie, puisque c'est quelquefois ambigu, et que cette relation était sans seuil. Donc à la limite, ça détruisait un petit peu toute la focalisation sur les normes, puisqu'on n'avait pas véritablement de lien linéaire entre il n'y avait pas de niveau en dessous duquel la pollution était sans danger. Et donc, évidemment, plus on met en avant les effets de la pollution de l'air de manière scientifique, avérée, palpable, plus on décompte un nombre de morts important attribuable à la pollution atmosphérique. Et ce nombre de morts augmente aussi l'angoisse des citoyens par rapport à la pollution. Donc ça, c'est un premier point. Il y a eu un deuxième point encore dans les années 90-2000 que j'appelle, moi, l'irruption des particules. Jusque dans les années 90-2000, les particules, c'était d'ailleurs les poussières. Dans les réseaux de mesure, elles étaient effectivement mesurées, mais il n'y avait pas d'alerte dédiée aux particules. On n'avait pas de normes sur les particules. On savait encore peu les caractériser, c'était mal caractérisé. Et il y a eu un boom scientifique sur les particules, et on s'est rendu compte des effets tout à fait délétères des particules qui pouvaient être primaires ou secondaires, et puis on s'est rendu compte que plus elles étaient fines, plus elles étaient nocives, et qu'elles pouvaient ainsi franchir la barrière des organes. Donc les études épidémiologiques qu'on faisait à partir des maladies liées aux poumons, à l'appareil respiratoire, donc à l'air pollué qui était inspiré, eh bien, il fallait aussi compter les maladies cardiovasculaires, voire même d'autres types de maladies, d'où, avec les particules, une augmentation des pics de pollution. On a d'ailleurs abaissé les normes, et vous voyez sur le graphique du bas que les pics de pollution avant les années 2005-2006
c'était la pollution à l'ozone, c'est à Paris, la pollution à l'ozone, la pollution au NOx, et les particules viennent, les alertes, les pics de pollution aux particules viennent beaucoup plus tard, après les années 2000, et il y a eu même une période dans laquelle la mesure des particules a un peu tâtonné. Il y avait une partie volatile qui était comptée de façon plus ou moins selon les normes européennes. Enfin, il y a une période de flottement. Après, plus on abaisse les seuils, bien sûr, plus le nombre d'alertes augmente. Les particules, c'est effectivement nocif parce qu'elles franchissent la barre des organes et elles vont se loger jusque dans le cerveau, puisque maintenant on a même des études qui montrent le lien entre les particules et la maladie d'Alzheimer. Alors, après ce boom de l'épidémiologie lié aux particules, aux découvertes de la science, à l'énorme découverte scientifique des effets de la pollution, il y a eu un peu un retour de bâton, si je peux dire. On s'est rendu compte que l'épidémiologie, qui avait été un outil formidable, ne pouvait pas tout faire, et en particulier qu'elle ne donnait pas d'éléments pour l'action. Que d'abord les résultats sont toujours exprimés sous forme de probabilité, puisque l'épidémiologie, c'est la science du vivant. Le vivant est toujours un peu aléatoire, on ne peut jamais complètement cerner le vivant. Deuxièmement, c'est un outil qui était utilisé pour la pollution dans l'air ambiant, mais on sait que 80% du temps, et on passe 80% du temps dans l'intérieur des locaux. Donc il a fallu aussi, il y a eu toute une redécouverte de la pollution à l'intérieur des locaux, avec un mouvement tout à fait intéressant, parce que là, c'est une pollution non seulement palpable, mais maîtrisable. Donc il y a aussi, mais ça limite les résultats de l'épidémiologie faits sur l'air ambiant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait l'épidémiologie devait s'intégrer dans une démarche beaucoup plus large, qui est celle de la santé environnementale. Et la santé environnementale permet de davantage impliquer le citadin. Si vous voulez, le citadin ou le citoyen, c'est un peu mon troisième temps de la pollution de l'air. Il y a eu les normes et les interrogations sur les industriels, les constructeurs automobiles. Ensuite, il y a eu les médecins qui ont beaucoup travaillé sur les effets de la pollution de l'air. Et plus le nombre de morts avérés a augmenté, plus la prise de conscience des citoyens a été forte, alors qu'au début, lorsque c'était une question très technique, un petit peu liée à un dialogue entre les industriels et les services de l'environnement, les citoyens étaient inquiets, ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais ils avaient l'impression de ne pas avoir de prise là-dessus. Or, la santé environnementale, puisque l'air qui nous environne, c'est quand même un élément de notre environnement, nous permet complètement de changer de braquet et de passer d'une vision très technique de la pollution à une vision plus perceptible. Donc là, je vous ai mis quelques éléments qui vous montrent qu'on a une orientation un petit peu différente. Quand on parle de décibels d'un point de vue technique ou de bruit d'un point de vue perceptif, du risque sanitaire à la qualité de vie, vous voyez, il y a eu ce que j'appelle moi un changement de braquet. Et donc on a remis un peu au goût du jour la définition de la santé environnementale de l'OMS. C'est donc l'aptitude d'identifier, de réaliser ses aspirations, satisfaire à ses besoins, modifier son environnement. Donc vous voyez, on redonne la main à l'individu, alors que l'épidémiologie, c'est la science du collectif. L'épidémiologie n'est valable que dans une perspective de santé publique. Le risque individuel en épidémiologie n'existe pas. C'est simplement un risque collectif évalué à partir des grandes études statistiques. Et donc, on arrive à remettre la qualité de l'air dans la perception des individus.
Et là, il y a effectivement une dissonance cognitive qui est avérée. Vous regardez, bon là j'ai donné un sondage de l'IRSN, mais tous les sondages de perception montrent que le changement climatique et la pollution de l'air arrivent en tête des préoccupations de l'environnement. Alors, changement climatique et pollution de l'air, je ne m'attarde pas là-dessus, mais il y a des études qui ont montré que beaucoup de gens, d'ailleurs, ne font pas de distinction entre les gaz à effet de serre et les polluants. Les journalistes, quand vous regardez la presse, d'ailleurs, très souvent parlent de polluants pour les gaz à effet de serre, donc tout ça est un peu mélangé, mais ça arrive en tête des préoccupations environnementales. D'où cette dissonance cognitive qui nous interroge vraiment, parce qu'on voit qu'il y a toujours des sollicitations émotionnelles, que les médias font un peu pleurer dans les chaumières, et puis qu'à côté de ça, les réponses apportées sont très faibles. On voit que la production, qu'on est toujours en train de parler de croissance, et puis d'un autre côté, on parle de la sobriété, qu'on parle de limiter de la pollution, mais la mobilité est en pleine expansion. Enfin, on parle de l'extension des normes, mais en même temps des alternatives. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de ces dissonances cognitives. Ces dissonances cognitives qui sont anxiogènes et qui quelquefois amènent ce que j'ai appelé moi des fausses bonnes solutions, qui sont prises un peu sous le coup de l'émotion ou alors d'une mauvaise prise en compte du fossé qui peut exister entre des aspects techniques et des aspects plus perceptifs, plus individuels. Voilà, je les ai listés là, mais je suis sûre que vous en connaissez bien d'autres. Maintenant, il y a tout un courant qui consiste à dire qu'il faut donner une valeur économique à l'air. L'air, c'est un bien commun, mais tant qu'il est gratuit, on n'arrivera pas à le taxer, on n'arrivera pas à le faire exister. Qu'il faut multiplier la connaissance par les mesures individuelles, que justement l'épidémiologie donne quelque chose de beaucoup trop vague, qu'on motive les gens avec la connaissance d'un risque individuel. On met la focale maintenant sur les changements de comportement, donc vous voyez maintenant les plans sur aussi bien le changement climatique que sur la réduction des polluants qui disent que tout est une question de comportement, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même très difficile après de donner des bonnes solutions et d'impliquer véritablement les citoyens qui ont aussi des contraintes dans leur vie quotidienne. Alors, pour terminer, je vais vous donner une petite focale sur la ville, puisqu'on parlera beaucoup de Bruxelles. Donc, je vais vous... très curieusement, on a commencé à parler dans la ville, les constructeurs automobiles, le boom de l'automobile, n'avaient pas vraiment envie de voir éclater au grand jour les questions de pollution urbaine. Il a fallu attendre, paradoxalement, les pluies acides, le dépérissement forestier, pour qu'on impose les pots catalytiques. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, des mesures prises sur les constructions d'automobiles avaient des effets tout à fait spectaculaires. Là, c'est la diminution du plomb mesuré dans l'air à Paris suite au pot catalytique. Donc les villes, maintenant, elles travaillent beaucoup en réseau. Elles se considèrent, on l'a vu au moment de la COP, des différentes COP, il y a tout un travail des villes entre elles. On voit aussi avec l'exemple chinois que le changement climatique et la pollution urbaine nécessitent une gestion conjuguée. On voit que dans les villes qui vont être de plus en plus nombreuses, vont réunir 70% des habitants de la planète. Et donc les villes deviennent une échelle intermédiaire entre les enjeux planétaires qui sont à négocier au niveau mondial et puis la proximité qui, comme je viens de vous le dire, devient essentielle pour motiver les habitants. Les villes, elles ont la possibilité de trouver des synergies dans les politiques entre la question des inégalités,
on n'aura peut-être pas le temps d'en parler beaucoup, mais c'est quand même sous-jacent à toute cette évolution de la transition écologique et énergétique, de façon à ne pas laisser, ni au niveau de la planète, ni au niveau d'une ville, trop de gens au bord de la route. Là, je vous ai mis la citation d'Anne Hidalgo, qui a beaucoup réfléchi à ces questions. Et puis, sur le développement durable, qui devrait changer lui aussi la perspective de la gestion de la ville en termes de pollution atmosphérique, puisqu'on passe de l'hygiénisme au développement durable, donc avec une action plus marquée justement sur le bien commun, sur la ville dense, sur la pollution à l'intérieur des locaux, sur l'intégration des échelles, sur l'écologie, enfin l'économie circulaire, etc. Toutes ces données du développement durable sont tout à fait adaptées à la ville, qui ont aussi un pouvoir d'expérimentation, qui peuvent encourager des innovations, puisque la pollution de l'air, c'est pas simplement des restrictions et revenir à la bougie, c'est aussi trouver des innovations pour conserver, comme je vous le disais, les acquis de la modernité. Et donc, le problème, c'est que là, on est encore en train de tâtonner pour arriver à croiser les différentes échelles. Et là, la référence que l'on prend de la qualité de l'air dans les villes est tout de même compliquée, parce que dans le schéma que je vous indique ici, vous voyez en rouge ce qui est lié à la proximité, où là, on a effectivement une maîtrise directe sur ces pollutions de proximité. Mais dans les villes, vous avez un bruit de fond urbain, un bruit de fond régional, et maintenant, il y a quelquefois des pays ou des villes qui ont fait de gros efforts pour diminuer la pollution locale. Les Pays-Bas, par exemple, ont une pollution qui est beaucoup plus importée que locale. On arrive maintenant, les pays qui ont fait beaucoup d'efforts, eh bien, ma foi, ils bénéficient des efforts, des non-efforts effectués par les autres. C'est le cas entre la Chine et le Japon, par exemple, comme vous connaissez bien. Et là encore, la pollution de l'air, maintenant, on ne peut plus raisonner uniquement en termes de proximité. Il y a aussi toute une dimension planétaire. Donc je passe sur les inégalités liées au trafic, parce que je crois que le trafic va vous occuper abondamment. Donc sur les aspects de la philosophie de la gestion de la pollution urbaine, eh bien, vous avez deux choses. Soit vous arrivez à faire des aides, vous avez des politiques incitatives, soit vous avez des politiques plus contraignantes, et avec toute une série d'aides possibles pour le logement, pour remplacer la propriété par l'usage, comme les voitures partagées, les voitures comme là j'ai vu vous appelez ça zen, hein, voilà. Mais est-ce que ces aides doivent être universelles ou est-ce qu'elles doivent être dédiées simplement aux plus précaires? Est-ce que, et c'est la grande question, est-ce que toutes les alternatives proposées pour la maîtrise du climat et pour celle de la pollution, hein, les énergies renouvelables, les modes doux, est-ce qu'elles sont adaptables à tous? Alors, vous verrez tout à l'heure, donc je passe très vite sur les fameuses zones à faible émission qui sont en train d'être développées, qui sont maintenant un standard. Alors, juste un mot pour dire qu'il ne faut pas oublier la campagne, hein, que évidemment si ça se passe dans les villes. Et puis, en conclusion, vous voyez qu'on peut encore réfléchir sur un système peut-être trop technique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière, mais ça je pense que je vais en apprendre beaucoup de votre part, pour impliquer les citoyens et les citadins? Est-ce qu'on peut aller au-delà des normes, essayer de refuser les inégalités territoriales et comportementales, et puis dire qu'en fait l'air est un bien commun et que finalement, et je terminerai là-dessus, l'environnement est une ressource à optimiser et pas seulement un risque à subir.